commence, directeur, je commence. Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons attaquer la deuxième partie de notre stage sur le LMD. Pour ceux ou celles qui n'étaient pas là lors de la dernière séance, je rappellerai très brièvement que nous avons abordé la partie organisation des études dans le LMD et les modalités d'examination. Pour cette deuxième partie, on va continuer donc un peu dans l'organisation, mais s'intéresser beaucoup plus aux spécifications internes d'une examination. Comment se fait l'examination, quelles sont les différentes sessions d'examination, les modalités de progression, etc. Donc nous aurons à peu près pour 30 à 45 minutes. Et comme on l'avait dit l'autre fois, on va s'intéresser par la suite à faire un petit test de tout ce qu'on a vu pendant les deux séances. Un petit test qu'on va vous distribuer tout à l'heure. C'est sur 45-46 questions, ce qui va nous demander à peu près 1 heure de travail. Donc si tout va bien, d'ici 11h15, 11h30, on aura terminé justement notre formation sur le LMD. Donc pour cette deuxième partie, sachant qu'une bonne partie a été déjà exposée lors de la première partie, donc pour les modalités d'examination, je commencerai par le tableau qu'il faut afficher aux étudiants et qui est capital. Bon, je vous avais dit que chaque département a, selon les textes, a affiché un tableau à l'intention des étudiants, après un tableau qui est dressé par l'équipe de formation bien entendu, où pour chaque unité d'enseignement, on précisera le coefficient, le nombre de crédits, le nombre de chaque matière, ainsi que les matières, comment elles sont validées, c'est-à-dire le mode d'évaluation. Est-ce que c'est un examen? Est-ce que c'est un contrôle continu? Est-ce qu'un contrôle continu est un examen? Est-ce que c'est l'oral? Bref, c'est tout le travail qu'aura fait au préalable l'équipe de formation. Et parmi ce tableau, on précisera quelles sont les unités qui sont fondamentales des unités qui ne le sont pas. Enfin, plutôt les unités fondamentales qui sont prérequises des unités qui ne le sont pas. Bon, bien entendu que si vous avez dans le cursus de formation, dans votre cahier de charge, par exemple pour un semestre, 3 unités fondamentales, c'est à l'équipe de formation d'arrêter. Ce n'est pas obligatoirement 3 unités d'enseignement fondamental prérequises. Elle peut décider que ce soit une seule sur les 3. D'accord? Donc c'est un travail d'équipe de formation. Deuxième, donc les sessions d'examen, il y en a 2. Une session normale qui est à la fin de chaque semestre, à la fin du semestre, et une session de rattrapage à la fin du semestre, mais pratiquement, puisqu'elle pose problème à la fin du semestre, pratiquement dans tous les établissements, elle est réalisée à la fin de l'année ou bien au début de l'année prochaine. Mais selon l'expérience des uns et des autres, il faut tout le temps éviter à ce qu'elle fasse au début de l'année prochaine, puisqu'elle est demandeuse de temps, et en tant que telle, elle risque de piocher sur des semestres de l'année suivante. Donc, mieux vaut qu'avant de partir au mois de juin-juillet, il faut tout assainir, il faut assainir toute la situation de l'année qui vient de se terminer. Bon, la validation des matières. Une matière, elle est validée comme dans le système classique, si elle a 10 sur 20 minimum, et qu'une unité est définitivement acquise, une unité d'enseignement elle est acquise, si toutes les matières sont supérieures, si toutes ces matières sont supérieures ou égales à 10 sur 20. Il est évident que si une matière n'est pas à 10 sur 20, elle est moins, elle peut être compensée par le jeu des pondérations à l'intérieur des matières d'une même unité d'enseignement. Donc c'est la compensation, c'est ce qu'on appelle la compensation à l'intérieur de l'unité d'enseignement. En fait, il y a 3 compensations, 3 à 4, parmi ces compensations. La première, c'est la compensation à l'intérieur d'une unité d'enseignement.
Une remarque, lorsqu'une unité d'enseignement elle est acquise, elle emporte les crédits une fois par toutes. Qu'est-ce que ça veut dire emporter les crédits ou bien capitaliser les crédits? Ça veut dire que l'étudiant n'aura plus à refaire cette unité d'enseignement. Durant toute sa vie académique, il n'aura plus à refaire cette unité d'enseignement. Elle est capitalisée. Il n'aura pas notamment à dire que je vais améliorer mes notes. Il n'aura pas à dire que quand il double, qu'il va refaire cette unité d'enseignement qu'il a acquise. Non. Donc, quand elle est acquise, quelle que soit la situation, elle est acquise, on n'en parle plus. Et une matière acquise, d'une unité d'enseignement non acquise, aussi, elle va emporter ses crédits. Une matière qui est acquise, à l'intérieur d'une unité d'enseignement qui n'est pas acquise, par compensation ou bien par capitalisation, eh bien cette matière, elle va aussi emporter ses crédits, c'est-à-dire qu'elle est capitalisée et l'étudiant n'aura plus à la refaire. Troisième remarque, c'est l'exclusion d'une matière qui ne permet plus, selon l'article 24, à l'intérieur d'un lieu de bénéficier de la compensation. Donc ne permet pas à l'étudiant d'acquérir l'unité, et on va voir pourquoi elle ne lui permet pas d'obtenir l'unité d'enseignement, puisque quand il est exclu, il ne peut plus compenser à l'intérieur de l'unité d'enseignement. Donc un étudiant, quand il est déclaré exclu d'une matière, eh bien il perd du coup l'unité d'enseignement, et on va voir tout à l'heure qu'il perd du coup aussi le semestre, puisqu'il ne peut plus compenser le semestre. La validation du semestre, donc on a vu la validation de la matière et de l'UE, maintenant la validation du semestre. Un semestre est acquis si l'étudiant a validé toutes les IE du semestre. On dit à ce moment-là, on parle de la validation par capitalisation. Comme il peut le valider par compensation. Si une unité d'enseignement, sa moyenne, est inférieure à 10 sur 20 et que d'autres unités sont favorables, c'est-à-dire plus de 10 sur 20, par le jeu des coefficients, des pondérations, il peut, donc un étudiant, compenser le semestre. Un semestre acquis, il permet à l'étudiant de capitaliser 30 crédits, exactement 30 crédits, ni plus ni moins. Et l'exclusion des matières, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne permet pas à l'étudiant de bénéficier de la compensation du semestre. C'est l'article 25 de l'arrêté 712 qui est à votre disposition. Cas d'échec donc dans la session ordinaire, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a la session ordinaire, session normale, examen normal, la session de rattrapage. Eh bien, quels sont les cas d'échec? En fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a un échec? Eh bien, l'étudiant, il va se présenter donc en session de rattrapage aux matières non acquises des unités non acquises. Ça, c'est important, puisque à chaque année, cela pose problème. Lorsqu'un étudiant a obtenu une unité d'enseignement, soit par capitalisation, soit par compensation, il n'aura pas à refaire une matière, même si elle est inférieure à 10 sur 20. Maintenant, dans quel cas il peut repasser l'examen d'une matière, l'examen de rattrapage pour une matière dans laquelle il n'a pas obtenu la moyenne, c'est lorsque l'unité d'enseignement n'a pas été acquise, soit par capitalisation, soit par compensation. Lorsqu'elle n'a pas été acquise, elle reste ouverte. Et en restant ouverte, elle permet donc à l'étudiant de pouvoir repasser un examen de rattrapage pour les matières pour lesquelles il n'a pas obtenu la moyenne. Deuxièmement, il n'est pas permis à l'étudiant de se présenter aux matières non acquises des IE acquises. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une matière, quand elle est acquise, elle est fermée, elle se ferme, c'est fini. Donc, et l'étudiant a obtenu, il a capitalisé les crédits correspondants. Et que par conséquent, en étant fermé, l'étudiant ne peut plus aller à l'intérieur et dire que je vais repasser ou bien améliorer une note. Non, puisqu'elle est fermée, elle reste fermée, puisque l'étudiant a obtenu, on lui a donné les crédits correspondants. Troisièmement, l'étudiant garde le bénéfice des matières acquises dans le calcul de la moyenne de la session de rattrapage. C'est-à-dire, quand il passe à la session de rattrapage, il garde, bien entendu, pour le bénéfice des matières acquises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une unité d'enseignement n'est pas acquise,
l'étudiant donc a droit au rattrapage des matières non acquises dans cette unité qui n'est pas acquise. D'accord. Et lorsqu'on lui recalculera de nouveau la moyenne après le rattrapage, eh bien les matières qui sont acquises de l'unité non acquise, et il va les conserver. Il ne peut pas les repasser, mais il va les conserver. Il ne peut repasser que les matières pour lesquelles il n'a pas obtenu la moyenne. C'est ce que ça veut dire, ce troisième point. Le quatrième, la note de rattrapage remplace, si elle est favorable, la note de l'examen. La note de rattrapage, si elle est supérieure à la note de l'examen, eh bien, on lui conserve la note de l'examen. Plutôt, on lui donne la note de rattrapage plutôt que la note de l'examen. Si la note de rattrapage est malheureusement défavorable, c'est-à-dire elle est inférieure à la note de l'examen, eh bien, on lui conserve la note de l'examen. C'est-à-dire qu'on va prendre le maximum entre les deux. La meilleure note entre la note de rattrapage et la note de l'examen. La moyenne d'une matière à l'issue de la session de rattrapage est calculée sur la base de la note obtenue au rattrapage, selon les modalités de contrôle, et ça c'est très important, selon les modalités de contrôle de connaissances, c'est-à-dire le tableau dont j'ai parlé tout à l'heure, et affiché au début du semestre. Maintenant, si vous dites que la moyenne, dans le tableau, vous dites que la modalité de calcul d'une moyenne, c'est l'examen. Avant rattrapage, c'est l'examen fois coefficient plus contrôle continu fois coefficient divisé par la somme des coefficients, et vous l'affichez. À ce moment-là, au niveau du rattrapage, les contrôles continus vont être reconduits. La note de contrôle continu va être reconduite. Maintenant, si dans le tableau, vous ne le dites pas ou bien vous ne l'affichez pas, eh bien, ça va poser problème. Puisque l'étudiant, il verra justement si sa note de contrôle continu est favorable, il va vous dire il faudra me la comptabiliser. Si elle est défavorable, il va vous dire il ne faut pas me la comptabiliser. Et à ce moment-là, vous serez désarmé. Pourquoi désarmé? Puisque vous n'avez pas les moyens de riposter, puisque vous n'avez pas affiché le fameux tableau au départ du semestre. Si l'étudiant il connaît tout le règlement dès le départ, vous pouvez en être certain. Il y aura tout le temps quelques étudiants qui vont essayer de passer par les mailles de filet, ça c'est garanti, mais il n'y aura que très peu d'étudiants justement qui seront dans cette situation. Mais la majorité d'étudiants, elle va accepter, puisque les règles d'évaluation auront été dès le départ affichées. Donc, ce contrôle continu, c'est au niveau du rattrapage, dans le calcul de la moyenne. On avait dit au niveau de l'examen, on prend la meilleure, mais maintenant pour calculer la moyenne, eh bien, le contrôle continu, faut-il l'inclure ou ne pas l'inclure? Eh bien, la réponse de par notre expérience, c'est vous pouvez l'inclure que si vous l'avez prévu, et si jamais vous tentez de l'inclure et que vous ne l'avez pas prévu, ça va poser problème par la suite au niveau des étudiants, il faudra s'attendre à des difficultés. Donc, nous sommes avertis, il faut dès le départ, même si le tableau n'est pas averti, il faut avertir que l'enseignant avertit dans le cours, dans les séances de TDTP, il faut leur dire voici les modalités de contrôle de ma matière. Il faut le préciser dès le départ. La compensation annuelle, donc elle n'est valable que pour la licence et non pas pour le master, et celle-ci elle consiste à avoir dans la mesure du possible 60 crédits de l'année pour un étudiant qui n'aura pas validé les 2 semestres. Et à ce moment-là, on fait une compensation annuelle, c'est-à-dire on considère l'ensemble des unités d'enseignement de l'année, c'est-à-dire des 2 semestres, et puis par le jeu des pondérations, première unité d'enseignement fois son coefficient, plus deuxième unité d'enseignement fois son coefficient, etc., etc. Puis on divise par la somme des coefficients, c'est le classique, et on obtient une moyenne. Si cette moyenne annuelle est supérieure ou égale à 10, à ce moment-là, l'étudiant va bénéficier des 60 crédits et non pas, et il ne sera pas donc éliminé. Bien sûr, si sa moyenne est supérieure ou égale à 10. C'est ça la compensation annuelle. Une année acquise par compensation annule la condition des UEF prérequises en licence. Ça aussi c'est important. Lorsque l'étudiant qui est en deuxième année, il est en licence, deuxième année vers la troisième année, vous savez très bien qu'il y a la condition des UEF prérequises, des unités d'enseignement fondamentales prérequises. Eh bien, si une unité d'enseignement
qui est prérequise et pour lequel l'étudiant n'a pas obtenu la moyenne, donc normalement il ne passe pas, si on lui fait la compensation annuelle et qu'il obtient la moyenne, c'est-à-dire les 60 crédits, eh bien cette condition, elle tombe, elle n'est plus valable. À ce moment-là, il passe, sachant que la prérequise n'est pas obtenue. D'accord? Puisqu'il a obtenu les 60 crédits. Donc on ne peut plus lui poser une autre condition. Le petit b, une année obtenue par compensation a un effet sur la moyenne de classement. Bien entendu, la moyenne de classement, il y a une pénalisation au niveau du classement, pour déterminer le major de la promotion, pour aller en doctorat, etc. Il y a à un moment donné un classement qui est fait, et cette formule de classement qui est donnée par le ministère, elle tient compte de la compensation, du redoublement, voilà, c'est surtout ces deux points. C'est l'exclusion d'une matière pour cause d'absence. L'exclusion d'une matière pour cause d'absence ou du tiers d'absence dans les TP ou d'une décision du conseil de discipline, c'est un conseil de discipline, quand il se réunit, on dit qu'il est exclu de la matière, ne permet pas de bénéficier de la compensation d'une unité d'enseignement d'un semestre ou de l'année. Ça, c'est un rappel. Donc, quand un étudiant est exclu d'une matière, soit pour absence, déclarée pour défaut d'absence, soit pour le tiers des TP, comme on l'a vu l'autre fois, la dernière séance de notre stage, soit par le conseil de discipline, il le déclare exclu de la matière, à ce moment, l'étudiant, il perd toute possibilité de compensation, toute faveur liée à la compensation, que ce soit au niveau de l'unité d'enseignement, du semestre ou bien de l'année. La progression de la première à la deuxième année, très rapidement, puisqu'on en a parlé l'autre fois, il faut avoir 30 crédits minimum. De la deuxième à la troisième année, il faut avoir les conditions optimales, enfin les conditions prérequises et aussi 90 crédits minimum. Si l'étudiant a 120 crédits sur les 4 semestres, c'est parfait. S'il n'a pas, à ce moment-là, on va voir s'il a au moins 90 crédits. S'il ne les a pas, on va lui appliquer la compensation annuelle. S'il obtient la compensation annuelle, il a les 60 crédits. S'il ne les obtient pas, à ce moment-là, il va redoubler l'année. Remarque, l'étudiant admis à poursuivre ses études en L2 et L3 doit refaire les matières non acquises, des IE non acquises, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. L'équipe de formation, là j'insiste sur son rôle, et doit donc, grâce à ce tableau, dire justement s'il doit refaire ou non les contrôles contenus des matières non acquises. C'est-à-dire l'étudiant, lorsqu'il redouble sa matière, l'année, quand il fait une matière pour lesquelles déjà obtenu une moyenne dans le contrôle continu. Et est-ce qu'il va refaire ou non les contrôles continus? C'est ça. Maintenant, c'est à l'équipe de formation de dire. Mais par expérience, on va le voir ce point tout à l'heure, mais je vais parler en premier lieu du master. De la première à la deuxième année, il faut 45 crédits minimum pour passer, et il n'y a pas la compensation annuelle. Si maintenant l'étudiant a 60 crédits en première année, c'est le cas idéal. Donc l'étudiant qui n'est pas admis, là aussi je rappelle, il doit refaire les matières non acquises, des IE non acquises, et il doit donc, l'équipe de formation doit être attentive au niveau des contrôles continus. Maintenant, le redoublement, il y a 5 fois pour la licence, 6e exceptionnellement, si jamais l'étudiant est en 3e année et qu'il a capitalisé 120 crédits. L'étudiant, une 6e année exceptionnelle, a fait ces 2 années réussies, c'est-à-dire sur les 5 ans qu'il a déjà passé, qu'il ait comptabilisé les 120 crédits en 3e année. À ce moment-là, on l'autorise, on lui donne une ultime chance de passer sa licence en 6 ans. Et en master, il ne peut redoubler qu'une seule fois. Il n'y a pas cette condition supplémentaire, cette ouverture supplémentaire. Donc, un étudiant en situation de redoublement devra refaire les matières non acquises des IE non acquises. Une unité acquise, elle est fermée, on n'en parle plus. Et une matière qui est acquise, elle est fermée aussi.
On n'en parle plus. Un étudiant en situation de redoublement, voilà, c'est la question dont je me posais tout à l'heure, doit-il ou non refaire les contrôles continus des matières non acquises? Parce que pour la matière acquise, c'est fini, elle est fermée. Maintenant, il redouble pour une matière qui n'a pas acquise. Et il a une bonne moyenne, soit en TP, soit en contrôle continu. L'équipe de formation, comment qu'elle va statuer? Eh bien, les contrôles peuvent être refaits, bien entendu, enfin, si l'équipe de formation accepte. Mais en règle générale, on ne refait que ce qui est capitalisé. Or, un contrôle continu n'est pas capitalisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de crédit. Donc, première contradiction, si jamais on refait les contrôles continus. C'est-à-dire le contrôle continu, il reste tel quel. En cas de changement d'enseignant aussi, pour une année, l'étudiant a fait un enseignement d'une matière avec un enseignant tel. Et que quand il a redoublé, cette matière a vu un autre enseignant. Et vous l'avez remarqué, on l'a remarqué, que l'enseignant nouveau, il va se retrouver avec un étudiant qu'il va examiner et pour lequel il a déjà une partie, c'est-à-dire le contrôle continu. Généralement, l'enseignant, il est réticent. Il lui dit, non, il faut refaire avec moi toute la matière. D'accord? Donc là, c'est une première réticence qu'on peut comprendre, puisque l'enseignant, quand il donne sa matière, eh bien, il va examiner l'étudiant aussi bien sur l'examen que sur le contrôle continu. Mais si on lui dit, non, vous l'examinez que sur le contrôle continu, et que sur l'examen, et que le contrôle continu, il a déjà obtenu avec un autre enseignant, et là, il va mal prendre la chose. Hein? Nous, enseignants, on sait très bien, on est passé par là. C'est le deuxième point. Et l'étudiant aussi, lorsqu'il n'a pas obtenu la matière, cela prouve qu'il a besoin justement de reprendre toute sa matière. Et on ne va pas lui dire que vous êtes dispensé d'une partie de cette matière, c'est-à-dire les contrôles contenus, on va lui donner les contrôles contenus. Donc ce sont ces trois points qui, à mon sens, militent en faveur justement d'une réunion de l'équipe de formation qui va statuer. Faut-il ou non refaire des contrôles continus pour telle matière et pour tel étudiant? C'est parce qu'elle peut travailler au cas par cas. Mais au cas par cas, pour ce cas, c'est difficile. Mieux vaut prendre le cas général et de dire que pour cette matière, donc pour toute la faculté, le département, il n'y aura pas ou il y aura l'étudiant, il aura ou non à refaire des contrôles continus. Donc ça, c'est un point aussi qu'il faut résoudre dès le départ et ne pas attendre la fin, une fois que l'étudiant est en situation de redoublement, bien entendu. Un étudiant qui redouble la 4e fois en première année, eh bien, il ne peut plus continuer. 4e fois en première année, ça veut dire qu'il va faire la 2e année en 5e. Est-ce qu'il peut aller en 6e? Oui. Oui, avec la 6e. Si jamais il réussit la première année, la 5e année en 2e, bref, il ne faut pas qu'il ait 120 crédits. Il faudrait en abordant la 3e année avec une 6e année de redoublement, il faudrait qu'il ait les 120 crédits. Je ne sais pas si c'est 4e ou 5e, il faut voir. C'est ça la règle en général. Et un étudiant qui redouble pour la 2e fois la première année de master ne peut pas être autorisé à poursuivre ses études. Non, c'est la 3e fois, pardon. Puisqu'il peut réussir la première et la 2e année. À ce moment-là, il sera dans le moule, puisqu'il peut redoubler une fois. Donc la première, c'est 5e fois la première année, et non pas la 4e. D'accord? Puisque à condition à l'étudiant de réussir tous ses examens. Par contre, la 5e fois en 2e année, il n'a plus le droit. Voilà, à peu près justement ce que j'avais à dire justement pour cette 2e partie. Peut-être qu'avant d'aller sur le test, on va ouvrir 5-10 minutes, enfin là, pour répondre à vos questions, voilà s'il y en a. Sinon, on passe directement au test pour voir à peu près si tout cela a apporté et quels sont les points à améliorer par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que ça a été très rapide, mais le temps il est un peu serré.
Surtout sur cette notion de contrôle continu. Hein. C'est là où ça va poser difficulté. Oui. Ah, je n'entends pas du tout. Je ne sais pas s'il y a le micro. Ah, c'est là. Donc pour le point concernant le redoublement, au niveau de la page numéro 5, voilà, c'est écrit, un étudiant en licence ne peut redoubler plus de 2 fois le cursus de la licence. Oui. Non, c'est écrit au début. La page numéro 5, le point C9, redoublement. Le premier point. Oui. Plus de 2 fois le cursus de la licence, même en cas de réorientation. Hein? Donc il faut corriger. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. Et pour le deuxième point, un étudiant en master ne peut redoubler plus d'une fois le cursus du master, même en cas de réorientation. Ne peut redoubler plus d'une fois. Ah. 2 fois, non. Ok. Merci. Merci. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Bon, moi, j'ai pas été à la première partie du stage. Je sais pas si vous en avez parlé ou pas. Concernant les CC, les contrôles continus, vous voulez parler de la note du TD? Je suis enseignante en droit. Bon, c'est la première question. La deuxième question, quand vous dites que l'étudiant qui passe en deuxième année, et en cette deuxième année, il est en 5e année de sa licence. S'il réussit sa deuxième année et qu'il a les 120 crédits, il a le droit de passer en 3e année? C'est juste pour être sûr que j'ai bien compris. Merci. Je vous remercie, madame. Oui, effectivement, pour les contrôles continus, l'autre fois, durant la dernière séance, on avait discuté de fond en comble. Hein. C'est presque toute une séance que sur ça, sur comment l'organiser, etc. Mais c'est pas grave, je vais reprendre très rapidement. C'est le contrôle continu dans dans l'exposé, il signifie soit une note de TD, soit la moyenne de TD, participation et assiduité, soit la moyenne des participations, assiduité et tests de TP et contrôle rendu. Et les comptes rendus, pardon. D'accord? Donc ça peut être tout ce qui concerne l'évaluation d'un TP ou bien tout ce qui concerne l'évaluation d'un travail dirigé, d'un TP. C'est ça un contrôle continu. Et on prend la moyenne de toutes les évaluations. On avait parlé de l'assiduité, de la participation, etc. D'accord? Ça c'est pour le contrôle continu. Mais dans le document qu'on vous a remis la dernière fois, je ne sais pas si vous avez voilà, mais ils peuvent vous le donner, pas de problème, puisqu'il y avait suffisamment d'exemplaires. Donc on reprend tout ça en détail, surtout comment noter l'assiduité, la participation, comment organiser le contrôle, les interrogations écrites, le compte rendu, le test de TP, etc. Donc tout ça est mentionné durant la première partie. Dans la deuxième, quand vous dites le nombre de fois, la licence, ce que dit le texte, c'est 5 fois, durant tout le cursus. Maintenant, s'il est en 3e année, ou bien il va entamer la 3e année, avec 120 crédits, et qu'il a déjà 5 années de passif,
on peut l'autoriser à faire la 6e année. Par contre, s'il était en 5e année, s'il a un passif de 5 années, il était en première année, et il est admis en 2e année, on l'arrête, il ne peut pas. Puisque même s'il va réussir les 2 années qui lui restent, en abordant la 3e, ça va être la 7e année. D'accord? Donc 5 plus la 6e en 2e année, plus la 7e en 3e année, ce qui on tombera en contradiction avec la réglementation. Donc l'étudiant qui est en 5e année, en première année, il faut l'arrêter, puisqu'il ne peut plus aller en licence dans la période de 5 plus 1 dans la mesure des possibles. Donc la 6e année, elle est accordée pour l'étudiant qui est en 3e année de la licence, mais qui a déjà capitalisé son 20 crédits avec maximum 5 années. Donc maximum 5 années. Voilà à peu près justement. Salam alaikum. Moi j'ai une question concernant le contrôle continu. Si c'était pour une unité méthodologique, c'est-à-dire les TP, ça compte vraiment pour un étudiant de faire les TP, de faire ses contrôles continus. Et généralement l'unité de découverte n'a pas de contrôle continu. Et donc on sera amené, pour l'équipe de formation, on sera amené à décider pour un étudiant de faire ou ne pas faire un contrôle continu pour une unité fondamentale. Parce que l'unité méthodologique, ça compte. C'est un contrôle continu. Ce qui est un peu... pour un étudiant, ça compte. Il faut qu'il fasse, surtout pour une unité fondamentale. Donc pour moi, le contrôle continu doit être fait par l'étudiant, quelle que soit sa situation. C'est mon point de vue. Merci. Là, vous mettez le point sur un point important qui est le contrôle continu et son importance dans la scolarité de l'étudiant. Effectivement, les textes réglementaires, là, ils privilégient les contrôles continus sur toute autre chose. Les contrôles continus sont mis en gras dans le texte, dans le 712. On vous dit à chaque fois que le contrôle continu il faut le privilégier autant que faire se peut. Le contrôle continu pour toutes les matières, pas uniquement pour les unités fondamentales ou l'unité découverte ou bien transversale. Dès que vous pouvez, l'équipe de formation, dans le tableau dont j'avais parlé tout à l'heure, dans le tableau que vous allez afficher au début du semestre, à chaque fois je reviens sur ce tableau. Parce que je sais que si vous ne l'affichez pas, et il y en a parmi nous, je le sais aussi par expérience, que pas mal de départements ne l'ont pas affiché, ou bien ils ne vont pas l'afficher. Là, il faut s'attendre à la difficulté à la fin de l'année. Mieux vaut l'afficher dès le départ. Et on dit justement, dans ce tableau, on dit que telle matière a tel contrôle continu. Mais il faut le préciser. Maintenant, si par exemple, pour un cours de droit, vous n'avez pas un cours, vous n'avez pas de TD et TP, il est très difficile de faire un contrôle continu, voire impossible. À moins si vous avez une disponibilité d'enseignants, une disponibilité de salle et de classe, il faudrait que la planification le permette, et que les étudiants acceptent, bien entendu, de venir, en plus de leur emploi du temps, faire le contrôle continu. Mais généralement, pour un cours théorique, il est difficile de faire le contrôle continu, et auquel cas, il faut se contenter de l'examen. Mais pour une matière, qu'elle soit fondamentale, dans une lieu fondamental, découvert, méthodologique ou transversale, il faut, et qu'elle ait un TD ou un TP, il faut absolument qu'il y ait le contrôle continu. Les capitales. Même des fois, il faut privilégier le contrôle continu sur l'examen. Alors, on peut ne pas faire l'examen, mais le contrôle continu, il faut le faire. Ah oui, on va vous parler du redoublement. Oui, voilà. Donc, j'avais exposé tout à l'heure les 3 points qui militent en faveur, justement, à ce qu'un étudiant refasse l'ensemble de ses contrôles contenus. C'est vrai. Moi, personnellement, je suis pour. Mais bien que les textes ne soient pas clairs dans cela, mais de par expérience, il faut que les contrôles contenus pour un redoublant, pour une matière qui n'a pas acquise, bien entendu, l'étudiant, il est préférable qu'il refasse
l'ensemble, aussi bien les examens que les contrôles continus. Les capitales aussi. C'est pas qu'un étudiant qui n'a pas obtenu la moyenne à une matière, ça veut dire qu'il n'a pas les prérequis pour cette matière. On ne peut pas lui dire que vous n'allez pas faire les contrôles continus. Mais l'étudiant, il viendra tout le temps vous dire, surtout s'il a une bonne note, il viendra vous dire, non, monsieur, moi, je ne vais pas refaire ce contrôle continu. Mais en plus, de lui dire aussi que vous n'allez pas refaire le contrôle continu. Il y a un point capital dont j'ai oublié que j'ai oublié tout à l'heure de souligner. Vous n'allez pas le faire au cas par cas. Vous allez vous dire pour tout le groupe, vous n'allez pas refaire le contrôle continu, c'est-à-dire qu'on va vous conserver les moyennes, les contrôles continus de l'année dernière. Mais dans le groupe, il y a des bonnes notes de contrôle continu et des mauvaises notes. Imaginez à un moment donné qu'un étudiant il n'a que 1 sur 20 en contrôle continu, et que vous lui dites de ne pas refaire le contrôle continu. Mais il va être condamné. Il ne va jamais obtenir la matière. Voilà, il va peut-être passer, il va à ce moment-là aller dans la situation de dette. Et lorsqu'il arrive en 3e année, ou bien en en M2 en master, ou bien en L3, il obtient toutes les matières, peut-être sauf la matière dans laquelle il a obtenu le 1 sur 20, le 1 sur 20 en contrôle continu. Et ça s'est passé, à Boumardès, ça se passe chaque année. Et l'étudiant, il viendra vous dire, écoutez, moi je suis condamné, là je ne peux plus avancer dans cette matière. J'ai un contrôle continu qui me suit de la première année, c'est 1 sur 20, et je ne peux pas avancer. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Même au niveau de l'enseignant, il ne peut plus rien faire. Donc c'est dès le départ, mieux vaut, lorsque l'étudiant redouble, eh bien qu'il efface le contrôle continu, et il le refait. Il le refait comme s'il ne l'avait jamais fait, et il le refait en même temps que les examens, etc. C'est préférable pour lui, et on donne une deuxième chance pour les étudiants qui n'ont pas obtenu, qui n'ont pas une bonne note. Maintenant, pour les étudiants qui ont une bonne note, c'est à l'équipe de formation de voir. Mais, quoique c'est très difficile de faire la différence et de travailler au cas par cas à l'intérieur d'un groupe. Vous lui dites, vous n'allez pas refaire vos contrôles continus, et à l'autre, vous allez dire, non, vous allez refaire les contrôles continus. Non, c'est pas mieux vaut, dès le départ, à mon sens, moi c'est ce que je fais personnellement, l'étudiant qui redouble chez moi, il refait les contrôles continus, et je suis tranquille pour le reste. Voilà justement cette question de contrôle continu qui est capitale. Que ce soit en redoublement, que ce soit en dette, que ce soit en progression normale. Elle est capitale, cette notion de contrôle continu. السلام عليكم مرحبا بك سي حافظ الله. المشكل البروبلème يعني تاع لي كونترول كونتينيو جو بونس سي لو فري بروبلème à gérer. Mais avant ça, je voulais attirer votre attention sur la notion de la compensation semestrielle. Vous savez bien que moi, vous êtes parmi les premiers qui ont initié le LMD. Le temps où il y avait la notion du semestre, alors ça ne posait pas de problème. On parlait de la compensation semestrielle. Et la progression se faisait entre avoir l'acquis d'un semestre, plus l'acquis du deuxième semestre, et on fait la moyenne. Mais maintenant, on parle de la compensation annuelle. Donc la notion de compensation semestrielle, elle n'a pas de sens. Pourquoi? Je pense que les gestionnaires de la scolarité sur les chefs de département, les étudiants se trompent. Ils font leur moyenne sur la base de la moyenne du premier semestre plus la moyenne du deuxième semestre. S'ils ont la moyenne 10 et plus, ils se considèrent admis. Mais le texte stipule autre chose, que la moyenne de la progression se fasse sur la base du calcul des unités, de toutes les unités, S1 et S2, ou je parle semestre impair et semestre pair. Donc je pense qu'il est temps de ne plus parler de la compensation semestrielle, sauf en master. Parce que le master, bien sûr, il n'y a pas de compensation annuelle. Donc je pense qu'en essence, il est inutile de parler de la notion de compensation semestrielle. Sauf dans un cas, c'est notre ministère, je ne sais pas, établit ce qu'on appelle des diplômes intermédiaires.
Parce que j'arrive au redoublement, c'est un problème. Ben, je parle aussi maintenant du redoublement. Un redoublement. Mais un étudiant qui a la première année et un autre étudiant qui a la deuxième année, il n'ouvre plus le droit de passer à la troisième année. Qu'est-ce qu'on donne pour cet étudiant? Est-ce qu'on lui donne un relevé de notes ou on lui donne une attestation intermédiaire d'un niveau égal bac plus 1, bac plus 2, je ne sais pas. Sinon, ça pose problème. C'est pour ça. Et puis, le redoublement, c'est un problème au niveau de l'université algérienne. Nous avons le cas le plus frappant ces jours-ci, c'est l'université de Bijaya. Il y a 600 étudiants exclus, ils ont fermé carrément l'université. Mais c'est frappant, c'est un exemple frappant. Donc je pense, pour convaincre l'étudiant, soit qu'il travaille pour progresser, soit il faut lui convaincre aussi, il peut s'arrêter en première ou en deuxième année, mais il faut lui trouver une solution, lui donner un diplôme intermédiaire. Sinon l'étudiant, le problème c'est les étudiants, parce que là, dès la première et la deuxième année, on ne parle pas. Oui, donc on doit lui donner quelque chose. ضرب في الجامعة الجزائرية واش نمدوا للطالب كي نخرجوا من première année ou deuxième année on lui donne un relevé de notes. Un relevé de notes n'est pas reconnu, n'est pas un diplôme, ni intermédiaire, ni une attestation, ni rien. Ça c'est bon, en fait c'est le retour que je voulais apporter. Concernant les contrôles continus, d'ailleurs, quand on lit les textes, vous avez dit une chose, que le calcul de la moyenne d'une matière, il se calcule sur la base des contrôles continus, plus la note finale de la session normale ou de la session de rattrapage. Mais vous avez dit aussi, que la note du rattrapage peut remplacer la note d'une matière non acquise. Mais cette notion aussi, il y a nuance. Quand on dit la note d'une matière, comme on peut comprendre, c'est la note de l'examen final, mais aussi on peut comprendre c'est la moyenne de la matière. Donc ça, il y a nuance. Donc il faut nous faire comprendre la note du rattrapage. Elle remplace quoi? Est-ce que c'est la note de l'examen final ou est-ce que c'est la moyenne? Donc si c'est la moyenne, nous aurons un problème pour un étudiant qui double. S'il refait l'année, il ne refait pas les contrôles continus, il va directement à l'examen final. Donc la note de l'examen final, de l'année où il double, donc elle va remplacer la moyenne, il ne va pas remplacer la note de l'examen final. Donc à mon avis, c'est vrai c'est difficile à gérer avec les flux, mais à mon avis, les contrôles continus, pour l'étudiant qui ne veut pas refaire ces contrôles continus, il garde le bénéfice de ces contrôles continus. Je considère ça c'est comme une note invariable. Plus la note de l'examen après pondération et sa moyenne. Sinon, pour moi, la meilleure solution, c'est de dire aux étudiants de refaire les contrôles continus. Et je vous remercie. Justement, enfin, de nos préoccupations essentielles. Bon, il y a un certain nombre de points, peut-être, la majorité des points, je suis entièrement d'accord avec vous, peut-être sur un point pour lequel je ne suis pas d'accord, et je le laisserai à la fin, si vous me permettez. Je commencerai par la fin, concernant le calcul des moyennes, pour être précis, selon les textes, bien entendu. Le calcul de la moyenne, parce qu'il y a moyenne, note, etc. Le calcul de la moyenne d'une matière, elle se fait sur deux parties. La première partie, c'est les contrôles continus, et la deuxième, c'est un examen, la note d'un examen. Peu importe qu'il soit examen normal, en session normale, ou bien en session de rattrapage. Puis il y a une pondération entre les deux, et on obtient donc la moyenne de la matière. Ça, c'est ce qui est admis depuis que l'université est université. Maintenant, pour un étudiant qui a un contrôle continu, qui a eu une note d'examen en session normale, mais qui malheureusement n'est pas favorable.
n'est pas assez suffisante pour lui permettre d'avoir la moyenne, c'est-à-dire 10 sur 20. Il a le droit d'aller en rattrapage pour cette matière, puisqu'elle est toujours ouverte. Eh bien, quand il passe l'examen de rattrapage, qu'est-ce qui va se passer? Cet examen de rattrapage, il va obtenir une note d'examen de rattrapage. On va la comparer par rapport à la note de l'examen, pas la moyenne, de l'examen de la même matière en session normale, de la session normale. Et puis, on va prendre le maximum. Donc, j'aurai, après le rattrapage, une note qui est la plus favorable pour l'étudiant, et cette note, elle émane d'une comparaison entre la session normale et la session de rattrapage. Donc, j'ai une note de l'examen, je l'appelle, peu importe, normale ou rattrapage. Maintenant, il y a le problème du contrôle continu. Comment faire? Puisque jusqu'à présent, je n'ai pas calculé la moyenne de la matière après rattrapage. Je n'ai qu'une partie, c'est la note de l'examen. Maintenant, pour le contrôle continu. Bon, je vous avais dit, on va faire du tableau et on suppose que cette contrôle continu a été déjà prévu par l'équipe de formation que pour telle matière qui nous intéresse, il y aura le contrôle continu. À ce moment-là, il va falloir tenir compte des contrôles continus. Eh bien, c'est par la pondération entre les deux, la note de l'examen, note de contrôle continu, que j'aurai la moyenne après de la matière après rattrapage. Voici justement comment s'effectue, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Maintenant, je reviens justement à cette notion de contrôle continu dans le cas d'un redoublement et dans le cas d'un passage avec dette. Dans le cas d'un redoublement, on en a parlé tout à l'heure. On a dit qu'il y a plusieurs contraintes, parmi lesquelles le changement d'un enseignant, parmi lesquelles une note elle est vraiment défavorable, elle est de 1 ou de 0 sur 20 pour un étudiant, etc., etc. Donc il va y avoir, pour l'enseignant, en plus de gérer sa matière, il aura des difficultés supplémentaires à gérer des sensibilités à l'intérieur de son groupe. Des sensibilités nées justement des demandes incessantes et répétées des étudiants concernant leurs notes. Si ce n'est pas clair dès le départ, mieux vaut donc dès le départ afficher à l'étudiant et lui dire, ou bien en groupe, c'est à l'enseignant de voir, à l'équipe de formation de voir, donc aux enseignants, de dire dès le départ, pour un étudiant qui redouble, voilà son destin en ce qui concerne les contrôles continus. Vous allez les refaire ou vous n'allez pas les refaire. Mais il faut être tranchant dès le départ. La meilleure solution, effectivement, et pour laquelle je suis entièrement d'accord, c'est qu'il faut refaire les contrôles continus pour une matière non acquise. C'est-à-dire lorsque l'étudiant redouble l'année. Ça, c'est... Maintenant, reste le dernier cas. Toujours le contrôle continu. C'est lorsque l'étudiant il est admis, il ne redouble pas, mais avec des dettes. Comme le cas d'un étudiant de la 2e à la 3e année, il a 90 crédits et il a validé les unités d'enseignement fondamental demandées, prérequises. À ce moment-là, l'étudiant, il va être rappelé à refaire les examens pour lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, puisqu'en fin de compte, il faudrait qu'il capitalise son 80 crédits. Mais à ce moment-là, il va aller en dette, et non pas en rattrapage, puisque le rattrapage, c'est dans l'année. Les dettes, c'est lorsqu'il est admis en année supérieure et qu'il refait les examens. Il refait les dettes, les examens qui sont en dette. Eh bien, c'est le même problème qui se pose lorsqu'il faut calculer la moyenne après dette. Eh bien, la moyenne après dette, après avoir passé une dette, ça se comporte en partie comme le rattrapage. On va prendre le maximum des deux matières, la matière qu'il a obtenue lorsqu'il était en session normale et la note de l'examen du rattrapage, de la dette, et on prend le maximum. Ça, c'est en ce qui concerne la partie examen. Maintenant, la partie contrôle continu, puisqu'elle va le suivre. Là aussi, il y a un problème. C'est au niveau de l'équipe de formation de trancher dès le départ. En disant, si jamais il faut refaire les contrôles continus, à ce moment-là, on va lui dire de refaire les contrôles continus en dette. Mais vous allez vous rendre compte de l'énorme difficulté qu'il y a. C'est parce qu'il il a été admis en 2e année, et non en 3e année, avec des dettes, et qu'on va lui dire de refaire des contrôles continus de la 2e année.
Et alors que déjà, il est en troisième année. Vous voyez, donc la difficulté qu'il y a, elle est capitale. Il ne peut pas aller l'étudiant. Et nous, même en Algérie, on n'est pas suffisamment armés pour cela. On n'est pas préparé pour cela. Que l'étudiant, il est à la fois en troisième année, en deuxième année et en première année. Ça, c'est le LMD. Mais dans le LMD, où les conditions sont offertes, toutes les conditions sont offertes. Mais en Algérie, on sait très bien que toutes les conditions ne sont pas offertes pour réaliser une pédagogie de qualité. À ce moment-là, il y a un problème qui se pose. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Généralement, elle sera dans... Bon, enfin, moi, je sais très bien, à Boumerdès, lorsque l'équipe de formation s'est entêtée à dire pour les dettes, le cas des dettes, qu'on maintient les contrôles contenus, c'est des grèves, directement des grèves. Et c'est vrai, un étudiant qui n'a pas, qui a 1 sur 20, comment qu'il va faire? S'il était en situation de rattrapage, c'est pas gênant, puisqu'il peut refaire les contrôles contenus. Mais là, il est en situation de dette, et il ne suit plus la matière. Et auquel cas, comment qu'il va faire les contrôles contenus? Est-ce que l'enseignant a les moyens et le temps aussi de lui faire passer à lui des contrôles contenus? À la limite, il peut le faire pour 1, pour 2, pour 20. Et quand il y a des milliers, comment faire? Donc, à mon sens, c'est que l'équipe de formation, il faudrait qu'elle soit regardante, véritablement regardante sur ce point, et dire qu'il est peut-être bon de ne pas tenir compte de ce contrôle contenu lorsqu'il s'agit des dettes. Mais là aussi, vous allez me dire qu'il y a un autre problème, c'est que l'étudiant qui a une bonne matière en contrôle contenu, il va la réclamer, même il est en situation de dette. Donc, voilà, c'est un problème de communication qui se pose dès le départ, et je reviens au fameux tableau. C'est dès le départ, il faut afficher les règles du jeu. Ça va peut-être faire des mécontents dès le départ, mais si on prend le problème à son origine, on arrivera certainement à mieux le résoudre que si on le posait à la fin. Voilà à peu près concernant justement ce point de compensation de dette et de contrôle continu dans lequel il n'y a pas une solution idéale ou bien une solution rigoureuse, mais il y a une solution qui dépend de la communication de l'équipe de formation et de sa manière et de sa façon de suivre justement l'étudiant, puisque le rôle, comme je l'avais dit l'autre fois, le rôle de l'équipe de formation dans le LMD et même dans l'enseignement, qu'il est LMD ou pas, il est capital. Voilà. Donc, et on se heurte généralement dans toutes les universités en Algérie, on se heurte à ces difficultés-là. Et les universités ou les départements qui n'ont pas des problèmes, c'est parce qu'ils gèrent bien justement cette notion de contrôle continu. Et si on la gère mal, et malheureusement, c'est la majorité des universités en Algérie, et c'est pour cela qu'il y a les difficultés. Allez-y voir l'ensemble des grèves en Algérie, c'est à cause de ça. Au fond, il revient justement à un manque de suivi des équipes de formation. S'il y avait dès le départ un bon suivi, il n'y aurait pas justement, il y aurait très peu de difficultés. Mais malheureusement, l'équipe de formation, elle ne joue pas son rôle dans la majorité des cas où elle méconnaît la réglementation, et en méconnaissant la réglementation, elle ne peut récolter que ce qu'elle récolte. Voilà, que les difficultés, pas plus. Oui, c'est... Toujours, je continue sur ce point. Je ne pense pas que c'est le problème, c'est un problème de comité pédagogique ou de l'équipe de formation. Parce que même si on fixe les règles de jeu dès le départ, l'étudiant va comparer avec les autres départements et avec d'autres équipes de formation. Et on aura toujours le problème. À mon avis, il faut activer un peu le conseil de domaine. C'est-à-dire le responsable de domaine, en contactant les responsables de filière, il fixe les règles de jeu dès le départ pour tous les étudiants d'une faculté. Je pense que c'est ça. Oui, ce que vous dites, mais bien entendu, moi lorsque je parle d'une matière, je parle au niveau de l'université. Moi j'irai plus que le domaine, mais c'est le CSU, c'est le conseil scientifique de l'université qui doit harmoniser l'ensemble des règles de travail. Parce que si c'est au niveau d'une faculté,
vous gérez bien, au niveau d'une faculté, ils ne tiennent pas compte de la réglementation, ça va poser problème, puisque l'étudiant, il va vous dire, il va comparer, comme vous l'avez dit. Et il va le dire, au niveau de la faculté telle, il n'applique pas la même chose dans la même université. Donc c'est au conseil scientifique de l'université, ou je ne sais pas, enfin, il faut trouver la bonne méthode d'harmoniser l'ensemble, ce qui n'est pas facile à faire. Mais on peut, ne serait-ce que commencer à harmoniser au niveau du domaine, comme on l'avait dit, ou bien au niveau de la faculté. Au niveau de la faculté, par exemple, le conseil scientifique de la faculté, avant d'aller vers une harmonisation au niveau du CSU. L'idéal serait dès le départ au niveau du CSU. Toutes les règles soient identiques au niveau de l'université. Comme ça, il n'y aura pas justement à discuter de telle ou telle différence par rapport à tel ou tel département ou faculté. C'est vrai, c'est ce que vous dites. Mais encore une fois, moi quand je dis matière, ce n'est pas une matière au niveau d'une spécialité, d'accord, parce que je suis obligé de parler, de raisonner au terme de la spécialité, mais pour l'ensemble. D'accord? Bonjour. Vous avez mentionné dans la page 6, dernier point, qu'un étudiant qui redouble pour la deuxième fois la première année de master ne peut plus être autorisé à poursuivre ses études. Mais maintenant, dans le cas où cet étudiant peut avoir son année pour la deuxième fois, maintenant il passe en deuxième année master, et là, par hasard, il a son échec. Donc, soi-disant, c'est la troisième fois. Alors là, il est tout près du but, pour X raisons. Pour moi, dans ce cas-là, normalement, l'exclusion doit être étudiée en cas par cas. Parce que exclure cet étudiant alors qu'il a acquis sa première année master, il est tout près du but, comme ça directement, en se basant sur le règlement direct, c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu très difficile de le faire. Oui, enfin, ça rejoint la question de notre ami tout à l'heure, enfin, la première. Effectivement, ce n'est pas 2, c'est 3. C'est la troisième année en première année. Oui, je vous prie de m'excuser, puisque j'ai soustrait une année à l'ensemble. C'est-à-dire que, effectivement, lorsqu'il est en deuxième année, en première année et qu'il a fait 2, il peut réussir la première année, il peut réussir la troisième année. Donc ça va lui faire la deuxième année, la troisième et 3 ans en deuxième année du M2. Donc c'est bon. Mais par contre, en troisième année en M1, il ne peut pas, puisque même s'il réussit la première année, en abordant la deuxième année, avec une quatrième année, à ce moment-là, c'est contraire à la réglementation. Donc c'est 3 années en M1 et 5 années en L1. 5 années en L1. Ça existe, hein. Vous voyez des étudiants qui sont en 5e année en L1 et ils n'ont pas bougé. À ce moment-là, on ne peut plus les accepter puisqu'on se mettra en contradiction avec la réglementation. Mais par contre, je n'ai pas répondu justement à l'ensemble des questions. Donc, pour la compensation annuelle, c'est vrai ce que vous dites, c'est que la compensation annuelle, c'est pas la moyenne semestre 1 plus la moyenne semestre 2 sur 2. Non, il ne faut surtout pas faire cette erreur. On va considérer, comme cela a été dit, l'ensemble des unités d'enseignement de l'année, des semestres pairs et impairs. Chaque unité d'enseignement a un coefficient et une moyenne. Et on va faire comme si c'était un semestre, comme si c'était dans le système classique. On fait la moyenne annuelle, sans tenir compte du semestre. Et puis on calcule, et on aura donc après coefficient 1 fois unité de 1, plus coefficient 2, coefficient matière unité 1, plus coefficient fois matière, etc. Enfin, bref, la pondération, à ce moment-là, on obtient une moyenne qui est annuelle. Et là, elle reflète justement ce que dit la réglementation. Il faut surtout éviter à ce que ça soit S1 plus S2 sur 2. Mais il y en a certains, surtout les mathématiciens, ils vont me dire que c'est la même chose. Eh bien non, ce qu'on a fait justement, c'est pas du tout la même chose. Il y a une différence, ne serait-ce qu'au niveau de quelques dizaines de points. Et ça peut jouer au niveau du ratio. D'accord? Donc là, c'est important. Par contre, au niveau de la compensation annuelle, donc on l'a vu. Maintenant, la compensation semestrielle, à quoi qu'elle sert? Elle sert à dire si l'étudiant
il obtient les 30 crédits ou pas. Donc elle peut être importante. Si on lui fait la compensation du semestre, il peut avoir les 30 crédits. Et si on lui fait la compensation du deuxième semestre, il peut obtenir 30 crédits. Et 30, ça fait 60, et à ce moment-là, il est admis. Par contre, si on ne lui fait pas la compensation du semestre, on va aller dans la compensation annuelle, eh bien, ça peut aboutir au même résultat, bien entendu. Mais on aura fait un examen en plus pour rien. Et sachant que les examens sont très coûteux, ça pour les étudiants, mieux vaut filtrer dès le départ la capitalisation, et puis on va à la compensation du semestre. Et s'il n'y a pas la compensation des semestres, à ce moment-là, on va à la compensation annuelle. Donc la compensation des semestres, elle est importante, puisqu'elle peut éviter à l'administration d'économiser une planification concernant justement un certain nombre d'examens pour des étudiants. Bon, enfin, même s'il y a un seul, il faut le planifier avec des examens, corrections, etc. etc. Peut-être que j'ai répondu à l'orientation. Ah oui, vous avez parlé aussi de l'orientation. Les études, un étudiant quand il échoue en deuxième année, quand il échoue en première année, que faut-il faire? Un étudiant, pour qu'il ait un diplôme en LMD, en licence, il faut 180 crédits. Quel que soit le nombre d'années, en Algérie, ils l'ont fixé à 6 années, puisqu'il n'y a pas justement le retour d'expérience. En master, il faut avoir les 120 crédits aussi, quelles que soient les années, mais en Algérie, on l'a fixé à 3 années. C'est pas grave, il y a une réglementation, on l'a. Mais un étudiant, quand il est en deuxième année, ou bien quand il est en première année, il a capitalisé, selon la définition de terme qu'on avait vu tout à l'heure, eh bien cette capitalisation lui permet d'avoir un certain nombre de crédits. Et c'est tout ce qu'il peut avoir dans le LM. Il va les avoir durant toute la vie. On aura même un relevé de notes. Mais on ne peut pas lui délivrer une attestation, un diplôme de 2 années. Un diplôme à 2 années, c'est 120 crédits. Il n'y a pas un diplôme à 120 crédits en licence. Dans d'autres pays, ils ont résolu le problème autrement. Un étudiant qui est en deuxième année en France, il peut faire valoir ses 120 crédits avec un diplôme de BTS. Or, les BTS en Algérie n'existent plus. Voilà, c'est ça. Lorsqu'on fait une réforme, il ne faut pas placer uniquement la réforme, mais il faut penser aussi à l'ensemble d'autres choses qu'il faudrait mettre en place pour que la réforme réussisse. Et notre réforme, si elle connaît des difficultés, c'est notamment aussi à cause de ce point. Un étudiant, il n'est pas rassuré. Quand il rentre à l'étudiant, il n'est pas rassuré et il est frappé dès le départ d'une sinistrose qui l'amène parfois justement à échouer. Et cet échec l'amène dans la rue. Par contre, si dès le départ, on ne lui sème pas cette notion de sinistre, attention, si on ne réussissez pas, vous êtes exclu. Et exclu, ça veut dire que c'est le chômage et l'échec dans la vie sociale. Comme le fait en France, dès le départ, l'étudiant, il est rassuré. Il faudrait, peut-être la 3e année pour lui, c'est très difficile, eh bien, il va essayer d'avoir les 120 crédits. Et à ce moment-là, les 120 crédits, il peut avoir en contrepartie un diplôme de BTS. En France toujours, puisqu'il s'agit de la France, je peux dire l'Espagne. L'Espagne, dont je connais aussi leur système, ou bien le Portugal, en un an, eh bien c'est la maîtrise. Ils donnent justement un diplôme correspondant à la maîtrise, ce qu'on appelle les diplômes intermédiaires. Et nous, la licence, comme on appelle ça, la licence ancienne classique, on l'a supprimée. Mais il a fallu la maintenir comme dans la loi sur l'enseignement supérieur, mais comme un diplôme intermédiaire. Elle n'est plus enseignée, d'accord, mais elle est reconnue. Elle est reconnue lorsque l'étudiant il sort en amont du master avec 30 crédits, eh bien, s'il ne veut plus continuer, non, avec 60 crédits, pardon, s'il ne veut plus continuer en M2, pour une raison ou une autre, par exemple, en situation d'échec, il n'arrive pas à passer en deuxième année, à peine, ou bien il passe en deuxième année et il dit que je ne peux plus suivre, et à ce moment-là, on lui donne un diplôme équivalent à Bac plus 4, c'est-à-dire la licence. C'est ce qui se fait dans les pays européens, on lui donne un diplôme de Bac plus 4. En France, ils n'ont pas supprimé la maîtrise. Elle n'est plus enseignée, mais on ne l'a pas supprimée. Elle est reconnue par la fonction publique française.
ou bien espagnole, ou bien portugaise. Voilà, et nous, on a tout effacé. Non. Une réforme, elle ne remplace pas le tout, elle remplace une partie, mais il faut laisser aussi les bonnes pratiques de l'ancienne réforme, de l'ancien système. Voilà, et on se heurte actuellement à ces difficultés, et vous les remarquez, tous les étudiants ils veulent aller en master, et quand ils arrivent en M1, ils ne savent plus quoi faire, les ingénieurs maintenant ils ne savent plus quoi faire, puisque à mon sens il y a un problème de communication qui se pose. La solution elle est facile, mais si on communique bien, elle est très facile, puisque ce n'est pas la réforme, ce n'est pas le LMD qui est en cause. Il ne faut surtout pas se tromper et dire que c'est le LMD. Ce n'est pas le LMD. Le LMD, c'est une architecture d'enseignement, c'est tout. C'est pas... Mais c'est ce qui va avec, les alentours. C'est ça qu'il faut renforcer. Malheureusement, ces choses-là ne sont pas renforcées. Voilà à peu près la réponse, la discussion que je peux faire au niveau des réponses, des questions qui ont été posées, aussi des réponses apportées. Est-ce qu'il y a une autre question? Il nous reste encore 2 minutes. S'il n'y en a pas, à ce moment-là, on va... Ah oui, bien sûr. Oui, merci. Oui, enfin, ma première question, quand il s'agit d'un étudiant qui bloque, est-ce qu'elle est comptabilisée? Non. Elle n'est pas comptabilisée dans les 6 années ou bien dans les 3 années en master, puisque c'est la réglementation. Il a le droit à ça. On comptabilise justement le nombre de redoublements ou bien le nombre de réorientations. Mais le blocage de l'année, non. C'est-à-dire l'année, la fameuse congé académique, voilà. Là, ça, il n'est pas comptabilisé. Mais c'est jusqu'à un maximum de 2 ans, je crois. Une année et à peine la deuxième. Maintenant, la deuxième question, quand il s'agit d'une matière ATP et que l'étudiant il est admis avec dette et il est concerné justement par cette matière. C'est que ici, les établissements que je connais, comment ils ont résolu la chose, c'est qu'ils font un examen, c'est-à-dire le test de TP, et qu'ils maintiennent la note de contrôle continu, ou bien qu'ils la maintiennent pas, selon ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est comme si c'était un contrôle continu. Mais l'examen de test, le test, ça va être remplacé par un examen de dette. Voilà ce qui se fait dans les... Car c'est très difficile de suivre cas par cas et de leur faire le compte rendu, le test, etc. C'est très difficile. Donc autant faire un examen qui remplacera le test. Voilà. Oui. Juste une dernière question. Oui. Il me semble qu'il y a un point très très important qui a été ignoré dans ce référentiel. Oui. Il s'agit de l'inscription en master. Est-ce qu'il y a des modalités, est-ce qu'il y a des critères clairs pour s'inscrire en master ou bien c'est le master pour tous? Voilà. C'est la question que je voudrais poser. Oui, en fait, le master, il a fait l'objet de 2 textes. Un, c'est la loi en 98 modifiée en 2008, qui dit que l'admission en cycle supérieur, d'un cycle à un autre, c'est-à-dire de la licence en master, la loi, elle dit que c'est fonction des capacités. Voilà ce que dit la loi. 2008. Et puis en 2014, on a fonctionné avec ça. Et que les étudiants, que tous les établissements, un certain nombre, la majorité, ils disaient que nous avons les capacités, auquel cas on peut admettre. Mais par contre, un certain nombre, dès le départ, ils étaient réticents et ils disaient qu'on n'a pas les capacités, donc ils n'acceptaient pas tous les étudiants en master. Maintenant, cette année, il me semble que la loi n'a pas été relue, puisqu'ils ont fait exactement la même chose.
Et ils ont fait un arrêté. Cet arrêté, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut avoir les capacités, les vœux de l'étudiant, bien entendu, hein, ça c'est le vœu. Et troisième, c'est que l'étudiant il peut être soumis à un oral, un examen oral, pour passer en semestre, en master. Voici justement les conditions. Mais les établissements se sont heurtés à une difficulté de taille. Bon, je ne sais pas comment organiser l'oral. Est-ce qu'il faut l'organiser pour tous les étudiants, sachant que l'étudiant il vient de terminer, donc il est connu par l'équipe de formation, pourquoi lui faire l'oral, etc. Donc il y a une difficulté. Et c'est pour cela qu'est née, entre autres, justement, cette grogne au niveau d'un certain nombre d'établissements universitaires. C'est que le passage d'un cycle à un autre, il n'est pas automatique. Il ne peut pas être automatique. Maintenant, si l'établissement a vraiment les moyens, pourquoi pas? Mais si l'établissement n'a pas les moyens en encadrement, etc., et qu'en plus, un étudiant, il est connu par l'équipe de formation qui, à peine, il a fait 6 années pour avoir sa licence, et il demande d'aller en master, c'est un peu difficile de l'accepter. Très difficile. Mais encore une fois, moi, à mon sens, je mets ça sur le dos, sur le compte de la communication. C'est qu'on ne communique pas, justement, c'est que l'étudiant ne connaît pas ce qu'il attend. Pour lui, le master, il ne connaît pas les textes, l'étudiant. C'est pas comme un enseignant. L'enseignant, vous allez me dire qu'à peine, pour un certain nombre, les nouveaux, etc., ils ne connaissent pas aussi les réflexes des textes, etc. Ils n'ont pas encore un recul pour cela. Mais, donc nous-mêmes enseignants, on a des difficultés à exploiter les textes. Donc, n'en parlons pas pour les étudiants. Donc, l'équipe de formation qui est censée représenter des enseignants quand même qui ont de l'expérience, il faudrait qu'ils communiquent avec l'étudiant et dès le départ lui expliquer que le master, attention, c'est pas l'élite. Non, c'est pas réservé pour l'élite puisque c'est une formation de masse que nous avons à l'université. C'est sa définition. Mais que nous n'acceptons que les étudiants qui ont un certain nombre de capacités à pouvoir suivre des études supérieures. Et il est même antisocial de dire que tout le monde est admis de la licence vers le master. Et non. Mais là aussi, l'étudiant il va vous dire, mais écoutez, c'est que le marché de l'emploi n'absorbe pas suffisamment ou pas du tout, presque pas du tout, justement des étudiants qui ont plutôt de diplômés qui ont la licence, à juste titre. Il ne faudrait pas qu'on l'ignore aussi. C'est que le marché de l'emploi aussi ne répond pas aux besoins. Là aussi, donc il y a un problème réel de politique sectorielle qui se pose. Il faudrait que ça provienne justement d'une réflexion au plus haut niveau. Ce n'est pas au niveau de l'université qu'elle peut résoudre ce problème. Impossible. L'université ne peut pas dire que tout le monde est admis en master ou non. Bien sûr, pour avoir la paix sociale, mieux vaut dire que tout le monde est admis social et le problème est résolu. Mais c'est antisocial, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et les là, on certes, justement, à cette difficulté de taille. Voilà, à défaut d'une politique qui, à mon sens, n'est pas claire du tout. Certes, il y a les textes, mais les textes qui sont difficilement applicables dans notre contexte, que ce soit au niveau dans le contexte universitaire ou bien environnemental, c'est-à-dire l'industrie. Voilà justement la réponse. Donc vous voyez, je n'ai pas une réponse précise pour cela. C'est à l'équipe de formation de communiquer, et d'être perspicace, à défaut d'accepter tout le monde. Oui, madame. Attendez, si jamais il y a le micro, puisque je m'entends. Bonjour. Ma question, c'est par rapport à l'équivalence. Si un étudiant, il redouble, et l'année en cours, c'est pas les mêmes, il est confronté à des modules, ça veut dire là, des modules nouveaux par rapport à notre canevas. Comment on va faire cette équivalence? Ça veut dire les modules acquis, les modules nouveaux, est-ce qu'il va les suivre, il ne va pas les suivre? Et notamment pour les étudiants qui ont des dettes dans un module, et le module, il n'est plus enseigné. Comment il va faire? Comment on va gérer l'équivalence? Est-ce qu'on peut la faire unité fondamentale, ou bien par rapport au crédit? Je ne sais pas, on a été confronté plusieurs reprises à ce genre de problème.
Oui. Merci. Effectivement, je vous remercie, madame. Effectivement, c'est un réel problème. C'est un réel problème dû au changement, j'allais dire, intempestif des programmes, surtout de la première année et cette année de la deuxième année. C'est-à-dire que le ministère nous a donné des programmes nouveaux pour les domaines et cette année, je crois aussi pour les filières. Ce qui a posé, et c'est votre question, un réel problème quant au niveau des équivalences. Un étudiant, quand il redouble, et un étudiant, quand il passe avec des dettes. Il est concerné à la fois, quand il redouble, par le nouveau programme et l'ancien programme, et admis avec des dettes, donc il est concerné par l'ancien programme, non pas par le nouveau programme, puisqu'il l'aura fait. Et là, comment résoudre ça? Et généralement, les matières, enfin, c'est pas généralement, ou plutôt un certain nombre de matières ne sont pas en correspondance. S'ils étaient en correspondance, le problème aurait été résolu. Il me semble que vous avez effleuré la solution si vous ne l'avez pas donnée. Il me semble aussi que vous l'avez donnée puisque vous dites que je vais raisonner par unité d'enseignement. Si par chance que l'unité d'enseignement, les unités d'enseignement se correspondent, que ça corresponde ne serait-ce qu'en intitulé, on peut se contenter de ça. On peut faire une équivalence au niveau des unités d'enseignement. Sauf peut-être pour un certain nombre de matières où c'est vraiment exagéré de faire l'équivalence. Maintenant, le problème se pose lorsqu'il n'y a pas équivalence, ne serait-ce qu'au niveau des unités, entre les unités d'enseignement. Comment faire? À ce moment-là, il faut établir un tableau matière par matière. On peut s'en sortir, moi je l'ai fait peut-être à 40-50%. Mais il va rester 40 à 50% de difficultés et de problèmes. Comment faire? Aussi. Nous avons été obligés au niveau de Boumerdès, pour le département d'informatique que je gère, de faire une correspondance entre matières qui se ressemblent. Par exemple, j'ai fait mécanique avec électricité, dans le domaine du MI. Ça m'a semblé... et lorsque j'ai vu que c'était vraiment impossible, eh bien j'ai fait passer des examens de dette à des étudiants. Mais j'ai dit aux enseignants quand même d'être vraiment clément, puisque l'étudiant il ne connaît pas justement cette matière, quand il s'agit d'une matière bien entendu au niveau des transversales ou découvertes, pas au niveau des fondamentales. Fondamentales on s'en sort en général, mais au niveau des fondamentales, en découverte et même en méthodologie, j'aurais dit en fait d'être quand même un peu, c'est la clémence et voilà, ne pas donner la moyenne comme ça, mais quitte même à donner des questions très abordables, faire un oral, etc. Donc là aussi, la réponse elle est très difficile, mais cela dépend du travail acharné de l'équipe de formation qu'elle aura à faire. Mais c'est un travail ingrat. Et le ministère, lorsqu'il nous change un programme, il ne sait pas dans quel embarras il va mettre les établissements universitaires. Et tous les établissements universitaires se plaignent justement de ces modifications. Mais vous allez me dire aussi que les modifications sont inévitables. D'accord, mais pas de la sorte, puisque là c'est tout le domaine qui a changé, sauf peut-être au niveau des UF, encore. Donc quand on fait un changement, il faut peut-être, je ne sais pas, il faut peut-être aller progressivement, ou bien le laisser, comme le préconise le LMD, à la réflexion, à la juste réflexion de l'équipe de formation, de l'université. Il faudrait que le programme émane de l'université et non pas d'en haut. C'est ce qui réclame le LMD. Et lorsqu'il y a un pilotage excessif d'en haut, vous pouvez en être certain que ça ne marche pas et c'est ce qui va se poser. Et en plus, ce n'est pas résolu, puisque ce problème de changement, ce n'est pas encore résolu. Hein. Bon, vous allez voir dans 2-3 ans comment on va sur nous. Il faut, à mon sens, lorsqu'on fait un changement, si les gens du ministère ils étaient là, je leur dirais que lorsqu'on fait un changement, il faut être très prudent. Pas comme ça, on balance un programme et appliquez-le. Non. C'est nettement plus difficile que ça. Et il faut responsabiliser les équipes de formation. C'est-à-dire aux équipes de formation de savoir comment changer. D'accord, on va changer, on va améliorer, mais il faut aller progressivement, et ça c'est l'équipe de formation qui peut le savoir et non pas une décision administrative, ou bien CPND, ou bien CRE, etc. Voilà, peut-être j'étais un peu dur envers le ministère, mais c'est parce qu'il nous a causé des difficultés quand il y a un changement de programme, et c'est nous qui endossons justement le travail. C'est nous qui réalisons le travail dans un climat de stress extraordinaire et alors qu'on aurait pu l'éviter. Voilà à peu près
peut-être qu'on va s'arrêter là. Hein, on va passer un peu un petit test pour voir un peu si, si ce qu'on a dit, si les questions, puisque vous allez retrouver les mêmes questions ici, sont emportées ou non. Et voilà, et on va vous donner par la suite le corrigé. Et puis vous allez voir, hein, lire, etc. Vous allez voir que c'est dans une heure, hein, pour une heure, vous allez voir justement que c'est intéressant. A eu le sujet, donc vous remarquerez qu'il y a une quarantaine de questions, un peu plus. Ah, il y a 2 questions en répétition, je crois 4-4, et la 6 et 26, le dernier 6 et 26, enfin, c'est pas gênant. Mais vous remarquerez que j'ai pas mis le nom et prénom. C'est libre à vous. Hein. Si vous voulez qu'on vous contacte par la suite et voir justement un certain nombre de vos interrogations qui n'ont pas été bien amenées par vous, on peut vous contacter, se rencontrer pour améliorer les choses. Si maintenant vous dites, moi je fais le test et voilà, c'est libre à vous. Hein. Donc celui qui met le nom, le prénom, je le contacterai par la suite pour discuter avec lui profondément sur la chose. Voilà, donc c'est un test d'1 heure. À moins si monsieur le recteur veut ajouter quelque chose. Je crois que c'est tout comme... Voilà, vous répondez sur la même feuille. Hein, c'est pour cela que je vous ai laissé de la place. Après chaque question, il y a de la place. Vous répondez sur cette même feuille.